Bonjour Colline. Voilà. Je vais laisser du coup la main à Guy et à Mehdi Alioua. Encore une fois, merci beaucoup de nous accorder une conférence ce soir. Je vais les laisser du coup prendre la main sur cette conférence et je vous souhaite à toutes une bonne écoute. Il y aura une intervention de 45 minutes environ et nous aurons ensuite 45 minutes pour échanger en questions-réponses. Très bonne conférence. Merci Colline. Bonjour à tout le monde. Bonjour professeur Mehdi. Alors, je suis très heureux d'être en votre compagnie, quoique virtuellement ce soir. Alors, comme l'a dit Colline, je suis Guy Delis, je travaille au laboratoire Ouest Méditerranée de la Fondation. Nous sommes basés à Abidjan. Et aujourd'hui, dans le cadre du cycle de conférence intitulé Vers une démocratie substantive, organisé par la Fondation, le thème s'intitule Accueillir l'Afrique en mouvement pour une démocratie cosmopolitique. Alors oui, chers internautes, nous l'avons bien saisi, démocratie cosmopolitique. Sans forcément revendiquer la paternité de cette notion, il semble aujourd'hui avec le professeur Mehdi, question de faire du neuf, avec une idée qu'on retrouve déjà chez des penseurs comme Emmanuel Kant et Richard Falk. Alors, en effet, à l'heure où la capacité de se déplacer est inégalement répartie et où les frontières sont devenues l'un des lieux majeurs de la brutalité de notre temps, pour reprendre à dessein une expression du politiste camerounais Achille Bembe, la nouveauté de la notion de démocratie cosmopolitique va, entre autres, consister à dépasser les limites de l'État-nation dans l'application de la démocratie, non seulement comme concept, mais surtout comme pratique, favorisant ainsi la politique de la libre circulation. Mais cette nouvelle proposition en matière de démocratie ne va pas sans mobiliser des préoccupations. En voici quelques-unes. La recherche et la mise en œuvre d'une démocratie cosmopolitique reviennent-elles nécessairement à parler d'une démocratie sans frontières? De plus, si tant est que cette nouvelle proposition serait en vue d'accueillir l'Afrique, ce continent qui a la plus ancienne histoire du monde, et donc ayant tous les modes de circulation allant des humains jusqu'aux marchandises, en passant par les objets et les idées, quels peuvent être les effets sur la politique mondiale? Quelle analyse donc on peut faire des conditions de possibilité de la démocratie cosmopolitique? Prévoit-elle une combinaison efficace entre les politiques institutionnelles et la politique par le bas? En clair, de quoi il est question lorsqu'on parle de démocratie cosmopolitique? Pour alimenter ces différentes préoccupations soumises d'entrée de jeu, et non pas forcément pour en trouver des réponses définitives et closes, mais pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le professeur Mehdi Alioua. Il est docteur en sociologie de l'Université de Toulouse. Il est professeur associé de l'Université internationale de Rabat, rattaché à Sciences Po Rabat, où il enseigne la sociologie générale ainsi que ses propres spécialités, sociologie urbaine, sociologie des migrations internationales et sociologie de la globalisation. Professeur associé de l'Université internationale de Rabat, professeur Mehdi Alioua, depuis 2018, dirige la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme. Il est responsable au Center for Global Studies de l'Axe Migration, Mobilité globale et complexité des ancrages. Sur le site de l'Université internationale de Rabat, on peut lire ceci. Ses travaux portent ces 5 dernières années sur la gouvernance migratoire en Afrique et sur les mouvements sociaux en Afrique de défense des migrants et de lutte contre le racisme à travers l'étude des mouvements migratoires transnationaux et des espaces transfrontaliers entre l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb et l'Europe, en se focalisant sur l'Afrique méditerranée comme espace ambivalent de rencontres et de conflits. Ces recherches portent de manière générale sur le cosmopolitisme, sur les transformations urbaines, sur la citoyenneté, sur les mouvements sociaux, sur la globalisation et les différents régimes de mobilité qui la produisent ou qui en sont leurs produits. Une grande partie de ces écrits analysent les transformations sociopolitiques qui induisent la migration en Afrique méditerranéenne, grande région émettrice d'exilés, qui doit réapprendre aujourd'hui à faire de la place à de nouveaux exilés qui s'y installent ou y échouent après une tentative de passage en Europe. Fin de citation. À l'écoute donc de ce qui vient d'être dit, c'est tout naturellement que nous pouvons être rassurés d'avoir avec nous un spécialiste de la question. C'est à bon droit que nous sommes ravis de l'entendre sur le thème de cette conférence. À présent, professeur Mehdi Alioua, je vous passe le micro pour 45 minutes de conférence. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation, très juste et très précise, et puis surtout pour les questions. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes les questions, mais déjà, assalamu alaikum à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette conférence en ligne. C'est jamais toujours, c'est un super outil, ces conférences en ligne, mais c'est toujours moins agréable de pouvoir
parler sans voir les visages ou sans être à proximité des gens, mais en tout cas, je sens qu'il y a des personnes qui sont présentes, alors je les salue toutes et tous. Moi, mon propos de qui donc est résumé en 45 minutes, donc ce sera forcément un propos général. Je vais travailler plutôt sur les idées, avec bien sûr un fond de terrain, de données, etc. Mais ce sera plutôt sur les idées, puisque le temps imparti ne permet pas d'aller plus en avant, puisqu'il y a aussi des questions un peu globales, mais aussi le fond de mon propos, c'est de montrer comment mieux comprendre les mouvements migratoires sur notre continent permet en fait de dépasser un certain nombre de préjugés ou de prénotions et permet en même temps de pouvoir construire d'autres approches politiques au sens large du terme. C'est pour ça que peut-être que pour construire une démocratie cosmopolitique, avant de réfléchir de manière philosophique ou en penseur politique sur ce qu'elle devrait être, peut-être il faudrait regarder où dans les espaces et dans les sociétés du continent africain ou ailleurs, hein, dans le monde, se joue tout un ensemble de rapports sociaux ou de relations sociales ou de mobilisation sociale ou politique qui permettraient de construire ou de mieux comprendre cette démocratie cosmopolitique. Cette démocratie cosmopolitique ou cette cosmopolitique, mais à elle seule, la cosmopolitique ne permet pas en fait d'avoir une définition suffisamment on va dire, de philosophie morale ou même de pensée politique suffisamment précise pour à elle seule, même si certains la défendent et la développent comme cela. Moi, je préfère l'adosser, comme d'ailleurs un de ses précurseurs qui a créé le néologisme, Emmanuel Kant. Je suis ni philosophe ni kantien, mais l'adosser à un autre mot, comme Kant parlait de droit cosmopolitique, pour pas dire droit universel, on pourrait parler, et c'est ce que j'essaierai de faire, de démocratie cosmopolitique. Mais ici, je ne vais pas parler spécifiquement de cela, mais plutôt des mouvements migratoires en Afrique et d'une autre manière de les comprendre, donc quelque part d'accueillir ces mouvements migratoires au sens propre comme au sens figuré, d'accueillir cet Africain mouvement pour mieux saisir la densité relationnelle que ces mouvements impliquent et l'urgence politique d'avoir des réponses adéquates et de construire d'autres manières de gérer les populations et les territoires que ne le font les États centraux hérités en Afrique du modèle westphalien imposé par la colonisation. Mais j'y reviendrai dans ma conclusion. La première partie, c'est d'abord comprendre le paradoxe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pourquoi nous vivons dans un paradoxe? Parce que, en fait, nous sommes dans un monde globalisé, mondialisé. On n'a jamais autant circulé dans l'histoire de notre monde. Et pourtant, les frontières n'ont jamais été autant présentes et les drames aux frontières n'ont jamais été aussi forts, sauf évidemment lorsqu'il y a eu des guerres ou lorsque il y a eu des difficultés de circulation entre deux États, notamment en Europe, pendant pratiquement plusieurs siècles de conflits et de guerres et de conflits à la fois territoriaux, politiques, liés à tout un ensemble d'éléments sur lesquels je ne vais pas revenir et que vous connaissez certainement, mais qui rendaient difficile de passer d'une frontière à l'autre. Sinon, pendant la quasi-totalité de l'humanité, on a toujours circulé plus ou moins librement. En tout cas, si ce n'était pas le mot libre qui compte, on a circulé sans avoir autant d'émoi du point de vue des sociétés qui voyaient passer et s'installer des populations qui s'installent. La prise en charge de la mobilité d'un point de vue politique, la prise en charge politique de la mobilité, c'est quelque chose finalement de très récent. Même s'il y a une histoire là aussi et elle commence par la constitution au niveau des États, de la circulation entre les régions de ces États-là, il n'empêche que c'est vraiment à partir des années 1980-1990 qu'on a eu comme ça une inflation de textes de loi, de règlements qui vient frontériser le monde.
Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des choses présentes, des laissez-passer, des formes de visa, des passeports, des titres d'identité, des titres de circulation ou de séjour. Tout ça, c'était là, mais pas aussi fort, pas aussi fort, pas aussi bien organisé. Quelque part, l'Union européenne, et là-dessus, l'Afrique en est une des victimes ou les populations africaines collatérales, l'Union européenne, en se constituant, et notamment en constituant une zone de liberté de circulation, a entraîné une inflation. Paradoxalement, on aurait pu croire l'inverse, des textes législatifs, des débats politiques, des décrets, des textes réglementaires qui viennent comme ça imposer une certaine vision de ce que doit être les mobilités et la migration. Finalement, c'est très récent parce que ça a qu'une quarantaine d'années, même moins. Le régime des visas a moins de 40 ans, le régime de Schengen a moins de 30 ans, et ça s'est imposé très rapidement. Là où moi j'ai connu, même dans ma famille, des gens qui rentraient en France ou en Europe sans papier et qui n'étaient pas trop embêtés ou avec des papiers qui n'étaient pas forcément ceux qu'on demanderait aujourd'hui. Aujourd'hui, pouvoir voyager devient très compliqué et ça ne s'arrête pas, même entre pays membres de l'Union européenne. On commence à réfléchir à mettre en place des systèmes comme pour les États-Unis ou pour l'Angleterre aujourd'hui, et la Grande-Bretagne, le système ESTA ou le système ETA qui permettra de s'inscrire sur des sites et de payer pour voyager, même lorsqu'on n'a pas besoin de visa. Même chose pour l'Afrique. Même là où on n'a pas besoin de visa en Afrique, on commence à avoir des systèmes de préinscription sur des plateformes, soit sur la compagnie de voyage qui est appelée à la rescousse, soit sur les sites consulaires. C'est le cas du Maroc, qui va installer tout un ensemble de procédures pour des pays africains dont les ressortissants n'avaient pas besoin de visa jusqu'alors. Et même le visa lui-même, les pays comme le Maroc ou les pays comme la majorité des pays d'Afrique, à part quelques exceptions, comme l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid ou d'autres pays comme cela, on pouvait rentrer sans visa. Et c'était une fois qu'on y restait qu'il fallait demander l'autorisation et justifier un séjour long. Mais les séjours courts étaient quasiment automatiques et on pouvait le faire. Et de toute façon, une grande partie des frontières étant plus ou moins poreuses, c'était vraiment pour ceux qui voyageaient d'aéroport en aéroport, pour le dire vite, qui devaient avoir et titre de voyage et potentiellement titre de séjour lorsqu'ils le demandaient. Donc le régime des visas, même aujourd'hui en Afrique, c'est quelque chose de très récent. Donc on est dans un paradoxe, on n'a jamais autant voyagé parce qu'on vit dans un monde où l'accélération des mobilités fait partie de la réalité sociale de cette globalisation. On n'a jamais eu autant de ports, autant d'aéroports, autant d'aérogares, autant de lignes de trains, de lignes à grande vitesse, d'autoroutes, que sais-je encore. On ne cesse d'augmenter les débits Internet. On passe maintenant à la 5G, on parle de 6G, la Wi-Fi est partout. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'il y a des déserts numériques, comme on le dit. On regarde dans certains pays ou certaines régions de certains pays, il manque d'infrastructures de mobilité, d'accès à la mobilité et à la vitesse de cette mobilité. Mais l'un dans l'autre, partout, sur le continent africain, un peu moins en moyenne qu'ailleurs, mais même sur le continent africain, et partout ailleurs dans le monde, et encore plus dans les pays riches, on a une accélération sans précédent de la mobilité, ce qui tend à contracter comme ça la planète et le temps. Les distances ne sont plus insurmontables et la communication à distance, l'action sociale à distance devient une réalité. On peut décider, on peut prendre des décisions à distance, on peut avoir une action matérielle à distance. Je peux virer de l'argent à distance, je peux appuyer sur un bouton et déclencher un événement à l'autre bout de la planète. Et même si je ne peux pas me déplacer à la vitesse de la lumière, lorsque je le fais physiquement, je peux en tout cas me déplacer avec une rapidité et une vitesse jamais inégalées. Et donc, c'est là-dessus que ce paradoxe, cette ambivalence, moi je préfère parler d'ambivalence, c'est forte, puisque du coup, si on n'a jamais autant été mobile et si on n'a jamais eu autant de facilité à la mobilité, quid de cette frontérisation et de ce nouveau régime de visa qui s'impose un peu partout, même sur notre continent, même entre pays censés partager un commun depuis au moins les luttes décoloniales, si ce n'est avant.
avant cette histoire-là. Donc là, on est face à cette ambivalence et finalement, ce que ça dit du monde dans lequel nous vivons, c'est que certaines personnes ont accès à la mobilité avec beaucoup de facilité et d'autres personnes n'y ont pas du tout accès avec tout un spectre comme ça de ceux qui ont beaucoup accès, un peu accès, pas du tout accès, moyennement accès. Et finalement, cela réifie certaines hiérarchies sociales et raciales qui n'ont pas disparu finalement, mais qui sont réifiées. Finalement, on peut mesurer sa place dans ces hiérarchies sociales et raciales en fonction de la facilité avec laquelle on a accès à la mobilité, voire même à l'ultramobilité. Aux technologies nomades, on parle bien de technologies nomades aujourd'hui, au nombre de pays qu'on peut visiter sans visa, au nombre de pays qu'on peut joindre avec des avions et des avions rapides, etc., etc. Voire avec les coups de fil, si on voyage en first business, on peut arriver plus tard à l'aéroport, etc. Mais même au sein d'un pays ou d'une ville, évidemment, on se rend compte que certains ont accès facilement au réseau autoroutier et au transport en commun, alors que d'autres quartiers ont beaucoup de difficultés à se déplacer. C'est le cas sur notre continent, mais aussi en Amérique latine ou en Asie. On voit bien une distinction sociale forte entre ceux qui habitent, par exemple, des quartiers reculés et ceux qui habitent des quartiers faciles d'accès. En fait, on se déplace en voiture ou on a le transport en commun immédiatement, là où les autres doivent marcher à pied, prendre des vélos. La route peut être barrée, cassée, la pluie, les saisons des pluies peuvent tout inonder, etc., etc. Et même là où il faut 2 heures pour rejoindre son lieu d'activité, de loisirs, de travail ou je ne sais quoi, pour d'autres, il leur faut même pas 20 minutes, une demi-heure. Donc on voit bien, même dans les pays riches, cette séparation entre ceux qui peuvent rapidement avoir accès à ce qu'ils veulent et donc à la mobilité et ceux qui galèrent pour y avoir accès. Et finalement, plus on est riche, plus on circule, mais ça suffit pas d'être riche, parce que quand on est un riche africain, on circule beaucoup plus facilement, mais malgré tout, pas à l'échelle mondiale, parce qu'il y a toujours tout un ensemble de vexations, de visas, etc. Et c'est beaucoup plus facile lorsque on est riche, blanc et européen de voyager, ou nord-américain, mais d'origine européenne, white Caucasian, comme disent les Américains. C'est bizarre parce que le Caucase, c'est pas exactement une région, mais bon, en plus, c'est une origine très spécifique, mais je n'ai pas le temps ici de m'épancher dessus. Ce serait intéressant de voir comment elle a été héritée dans le langage. Mais évidemment, on est moins contrôlé par la police, il y a moins de contrôle aux faciès, on a des coupe-fils, on a des Uber, des taxis, des premières classes, des TGV, de la technologie nomade. On va beaucoup plus vite, parfois même pour aller d'aéroport en aéroport de Paris à New York que pour d'aller à Paris dans d'autres régions de la France, où là j'exagère, il n'y a plus le Concorde, mais au niveau africain, c'est assez parlant. Parfois, on a plus vite fait en avion de faire Niamey-Dakar que de faire Niamey et certaines régions, notamment à la saison des pluies. Donc, on circule plus facilement de capitale africaine à capitale africaine que de la capitale dans son propre pays vis-à-vis de certaines régions. Hein, quand on est en Guinée, rejoindre la région de la Guinée forestière à la saison des pluies, ou même dans d'autres pays, ça peut prendre plusieurs jours, alors qu'en fait, on prend l'aéroport et hop, on peut rejoindre Paris très rapidement. Donc on a comme ça cette hiérarchie sociale et raciale qui s'est mise en place et qui est perceptible. Et elle est perceptible et elle est comprise. Pourquoi elle est comprise? Parce que justement, on a des résistances politiques qui s'y forment, enfin qui s'y forment, et tentent d'y répondre. Et ces résistances politiques, elles prennent plusieurs formes. Des formes attendues, classiques, d'activisme, de militantisme, les choses sont dites, peut-être pas avec les mots que je viens de faire, mais pas très loin, à peu près les mêmes mots. Et parfois, les choses ne sont pas dites comme ça, elles sont dites autrement, ou alors, à travers ce que je vais essayer de vous montrer, à travers des formes de migration non autorisée, on pourrait les interpréter comme des formes de résistance. Pourquoi? Parce que la question des migrations non autorisées par l'État,
doit être pris au sérieux comme une forme de résistance aux injonctions qui sont imposées à l'État. En plus, je vous raconte ça alors que avant-hier, dimanche dernier, c'est pas avant-hier puisqu'on est mercredi, avant-avant-hier, on a eu au Maroc un épisode, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, où sur les médias sociaux, tout un ensemble de jeunes Marocains ont échangé des informations pour se donner rendez-vous pour essayer de passer en force les frontières espagnoles, des enclaves coloniales. On a 2 bouts d'enclaves coloniales qui sont restés à Ceuta et Melilla. Et donc, pour passer soit par voie maritime, soit par voie terrestre en force, ce qui a mobilisé les forces de l'ordre marocaines et espagnoles, et pour répondre à ce qui est perçu comme une menace. Mais on a bien vu que c'était une défiance, et sur les sites ou sur les pages, pardon, de ces médias sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram essentiellement, un peu moins Facebook, on a vraiment une mise en scène de la part de ces populations qui essayent de passer, et on a l'équivalent de point de vue des forces de l'ordre qui mettent en scène le contrôle de la frontière, la force de l'État, de leurs voitures, de leurs blindés, de leurs casques. Et comme ça, on a un jeu assez morbide. Il y a eu 2 morts, malheureusement, de personnes qui sont noyées en essayant de passer coûte que coûte. Un jeu assez morbide qui se joue, et c'est pas le premier, c'est pas les derniers autour de ces frontières, mais ce qu'on appelait aussi les Boza, le cri de victoire crié par certains migrants du continent africain lorsqu'ils passent les grillages, ou les Bozailleurs, ou la République des Bozailleurs. On a aussi de Bouza, on a aussi cette défiance vis-à-vis de l'État qui assigne à résidence, qui explique qui peut bouger, qui ne peut pas bouger. Et donc, on ne peut pas prendre cette chose-là. Surtout que finalement, même si je ne suis pas spécifiquement foucaldien, mais finalement, ce régime des frontières et des visas, ou cette frontiérisation, qui entraîne une brutalisation de comme l'explique bien le professeur Membé, notamment dans Brutalisme, mais aussi dans d'autres textes, même dans Politique de l'inimitié, ou même dans Critique de la raison nègre, même si ça touche moins au régime des frontières, dans Critique de la raison nègre, on montre bien qu'il y a des déchets humains, des populations sans intérêt, des corps frontières qui portent sur eux les stigmates de ceux qu'on n'attend pas et dont on attend qu'ils ne bougent pas, même si paradoxalement, lorsque par miracle ils arrivent à bouger, on est bien content de les avoir pour les exploiter sans papier, sans droit, avec des salaires de misère. Mais finalement, ce régime des frontières, c'est une forme d'institution disciplinaire, si on reprend un terme de Foucault. Pourquoi l'État et les États accordent autant d'importance à la gestion des frontières, comme si le fait que quelques milliers, ou même dizaines de milliers, ou même centaines de milliers de personnes traverseraient les frontières, remettrait en cause l'ordre établi au point que la société pourrait se dissoudre ou exploser ou rentrer en guerre civile. Ce qui est quand même complètement fou quand on sait qu'on a été capable d'accueillir comme ça, même récemment, des millions de personnes, de réfugiés. Et généralement, lorsqu'on y met les moyens, pas forcément financiers, mais la volonté politique, ça se passe relativement bien. Donc cette peur, il suffit de quelques visages jamais très clairs, jamais bien perçus de loin dans des caméras, de personnes racisées, torse nu ou habillées en haillons, qui arrivent sur une barque de fortune, ou qui s'arrachent les chairs sur les grillages encore plus haut et toujours érigés plus loin sur notre continent. Il suffit de ces images-là pour créer de l'anxiété, comme si l'Europe, ou peu importe les pays ou le continent, allait être débordé par des choses qu'on ne saurait pas gérer. C'est quand même assez fou de voir ça, alors qu'on a systématiquement des contre-exemples, et c'est assez fou de voir ça, surtout pour nous, Africains, lorsqu'on sait que le plus grand nombre de déplacés internes sont sur le continent africain, même si en Asie, on a aussi des déplacés internes et des camps de réfugiés immenses. Si on sait que pour l'Afrique, un migrant sur 4, en réalité, est un déplacé ou un réfugié, n'a pas toujours le statut, mais c'est quelqu'un qui a dû fuir, qui est en déplacement plus ou moins forcé, et que c'est
1 sur 4 et que plus de 90% des 1 sur 4 sont sur le continent africain, ne sont pas en dehors du continent africain. Donc on sait, nous, ce que ça veut dire sur notre continent, ces déplacements forcés, accueillir plus ou moins mal ou plus ou moins bien, comme ça, d'un coup, des gens qui vont fuir une catastrophe naturelle ou le plus souvent sont plutôt des guerres et des conflits. Et on sait ce que c'est d'un coup devoir accueillir des millions de gens. Les Turcs l'ont fait au moment de la guerre en Syrie et c'était pas, enfin, on n'a pas vu comme ça la société turque rentrer ni en guerre civile ou en déliquescence alors qu'ils ont accueilli en l'espace d'un an et demi plus de 4 millions de personnes. D'accord? Alors, certes, c'est un grand pays, mais ce n'est pas rationnel, ce n'est pas raisonnable d'imaginer que quelques dizaines de milliers ou même quelques centaines de milliers par an puissent transformer durablement des immenses espaces composés de dizaines de millions, voire de centaines de millions de populations comme le continent africain ou européen. Donc, finalement, si on est face à cette frontérisation, si on est obsédé par ces images de traces laissées par des camps qu'on va appeler la jungle, ou d'autres types qu'on va appeler la brousse. En Afrique, on les appelle la brousse, les camps de brousse, on ne dit pas la jungle. Au Maroc, par exemple, les camps autogérés de migrants qui attendent de passer la frontière, comme dans le nord de la France, on appelle ça plutôt la brousse. Après, il y a d'autres mots aussi qui existent et qui reviennent selon les langues, qu'on va tout de suite donc déciviliser. Il y a une opération de décivilisation et qu'on va mettre les caméras sur ces corps sans vie sur les rivages de la Méditerranée ou alors sur des regards hagards de personnes épuisées et enfermées derrière des grillages par des policiers ou même lorsqu'ils sont sauvés par des associations. Ces images-là, finalement, occupent tout l'espace médiatique au point que le mot migrant lui-même est devenu presque un gros mot. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé, bon, ça remonte un petit peu, mes travaux à Toulouse, ça a été dit, j'ai fait toutes mes études supérieures à Toulouse, l'université du Mirail, comme on disait à l'époque. Migrant, c'était même un combat, on va dire, épistémologique pour justement sortir du sempiternel, la sempiternelle dichotomie ou de émigration versus immigration. On était soit un émigré du point de vue de son pays, soit un immigré du point de vue du pays où on arrive, et on ne sait pas à quel moment on sort de l'immigration. Or, on était un certain nombre de chercheurs, moi à l'époque apprenti chercheur, hein, j'apprenais à montrer que, en fait, il y avait tout un ensemble d'autres cas de figure et qu'il y avait des contingents très forts de population qui étaient dans les allers-retours ou dans les circulations ou dans les doubles appartenances et non pas dans les doubles absences. Et bien sûr que ça existe aussi, on était plutôt dans les doubles appartenances, dans le transnationalisme, dans les circulations. Rien que pour les Marocains en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire bon, très peu Portugal, mais un peu Portugal, mais surtout Espagne, France, Italie, en débordant un peu sur Suisse, Allemagne et Belgique, mais sur ces trois pays principaux de la Méditerranée occidentale, il y avait un contingent de 170 000 personnes observées par Alain Terrus et son équipe, dont je faisais partie, qui faisait des allers-retours entre le Maroc, l'Algérie et ces pays cités pour transporter des marchandises. Rapidement, on a vu des choses équivalentes avec les Sénégalais et les Maliens qui continuaient la route marocaine en traversant par le Sahara marocain, la Mauritanie, jusqu'aux pays d'Afrique de l'Ouest pour acheminer tout un ensemble de marchandises, généralement légales ou licites, mais transportées de manière illicite, ou en tout cas en contournant les droits de douane, etc. Une sorte de ce que à l'intérieur s'appelle une mondialisation par le bas ou une sorte de poor-to-poor pour remplacer le peer-to-peer, puisque c'était un commerce plutôt entre pauvres qu'on connaît très bien, que ce soit les friperies en Afrique de l'Ouest ou au Maroc, que ce soit dans certains de ce qu'on appelle des souks comme Dabrdef au Maroc ou des endroits de marché où on a tout un ensemble de produits de contrebande, mais qui sont acheminés en fait par ces populations qui savent circuler, qui savent migrer et qui transportent cela. Donc, on avait, ça c'est un exemple, mais on a Alejandro Portes ou d'autres personnes qui, aux États-Unis, ont remarqué qu'il y avait une identité mexico-américaine, avec même au niveau politique des gens qui étaient élus à la fois aux États-Unis et au Mexique et qui portaient deux nationalités. Bref,
Je n'ai pas le temps de m'étaler et de faire un cours de sociologie, mais on est rentré dans ce qu'on appelait la migration transnationale ou transnational migration. Et donc, alors qu'on se battait sur le mot migration qui était neutre, aujourd'hui, le mot migration est devenu un gros mot. Dans la tête des gens, un migrant, c'est forcément un pauvre ou une pauvre qui traverse à moitié nu, à moitié pieds nus, pardon, en haillons et qui vient poser des problèmes. Alors, ça demande soit une réponse politique de rejet, soit une prise en charge humanitaire pour ceux qui ont le cœur sur la main. Mais finalement, c'est les deux faces d'une même pièce, celle d'une misérabilisation de quelque chose qui est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe, et surtout un migrant, c'est une personne qui vit dans un pays qui n'est ni le sien, ni celui de sa naissance. À partir du moment où on est dans un pays, on n'est pas migrant, et à partir du moment où on acquiert la nationalité d'un pays, on sort des chiffres de migrants. Et lorsqu'on regarde la migration elle est assez stable. On se rapproche des 300 millions de migrants dans le monde. Et les moins nombreux, ce sont les Africains. Les Africains sont ceux qui migrent le moins. Et lorsqu'on regarde où migrent les Africains, ils migrent principalement sur le continent africain, même s'il y a une distinction forte à faire entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique méditerranéenne. Ce sont des appellations purement géographiques. Il n'y a pas ici une dimension sociale ou civilisationnelle. Mais c'est vrai qu'en Afrique méditerranéenne, on migre dans les pays voisins très riches, c'est-à-dire soit l'Europe, soit le Moyen-Orient ou la péninsule arabique plus précisément. Et donc les Égyptiens sont essentiellement en Arabie Saoudite et sur la péninsule arabique. Les Marocains sont essentiellement en France, Espagne, Italie. C'est normal, ils sont voisins, c'est en face. Pareil pour Algérie, etc. Donc c'est vrai que les Africains du Nord, moi je préfère les appeler les Africains méditerranéens, mais surtout dans les pays limitrophes, voisins, qui sont des zones de richesse, et qui sont à côté. On peut voir du Maroc les rivages espagnols. C'est moins le cas de l'Afrique, du reste de l'Afrique au sud du Sahara, qui migre essentiellement dans les pays à côté, là où il y a des écarts de richesse ou là où il y a des opportunités de travail. Donc les Africains, même avec les Africains du Nord, quand on compte, ils migrent surtout sur le continent. Et quand on regarde la manière dont ils migrent, 90% de ceux qui traversent les frontières aériennes et maritimes le font de manière légale. Donc, ce n'est pas pour 10% de migration irrégulière qu'on devrait avoir autant de sujets, même s'il faut en parler, de la migration irrégulière. C'est parce que, en fait, cette migration irrégulière, à l'intérieur de l'Afrique ou de l'Afrique vers l'Europe, est perçue comme une déviance. Et il n'y a pas de déviance s'il n'y a pas un ordre établi qui s'impose, s'il n'y a pas une institution disciplinaire comme l'appelle Foucault. Et on ne pourrait pas comprendre cette violence inouïe aux frontières. On ne pourrait pas comprendre ces dizaines de milliers de morts. En Méditerranée, on se rapproche des 50 000 morts en 20 ans. Enfin, c'est entre la... Bon, à part le génocide en cours à Gaza, si on vient avant le 7 octobre, le massacre fait en Israël et la réponse quasi génocidaire d'Israël sur la bande de Gaza, qui n'est pas une bande, hein, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avant cela, et qu'on regarde le nombre de morts, eh bien, pendant 20 ans, on a eu moins de morts jusqu'à très récemment que, en Méditerranée pour les gens qui essaient de traverser. Donc c'est quand même quelque chose qui est totalement déraisonnable et on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas qu'en fait, c'est une réponse de l'institution de contrôle, c'est une réponse de cette absurdité morbide des frontières, c'est une réponse à la volonté d'imposer un régime et que toute déviance devient un problème à discipliner. Il faut discipliner les corps, il faut les mettre dans des camps, dans des prisons, il faut que les gens prennent leurs empreintes, prennent l'empreinte de leurs yeux, passent par des portiques et des passeports biométriques. Je pense que vous avez déjà lu toute cette littérature. Et donc, on est voilà, dans cet excès de contrôle des corps et des déplacements. Et on s'y met, on se met dans la file parce que c'est au risque d'être. On répond à ce questionnaire en ligne pour pouvoir voyager. On se soumet à ce régime-là. On paye des sommes considérables pour avoir son visa. On râle qu'on l'a pas et qu'on a perdu son argent. Mais 5 ans après, on recommence pour pouvoir partir. Et donc, finalement, ceux qui n'ont peut-être, qui sont déjà assez désespérés pour savoir qu'ils ne pourront jamais rentrer dans cette société disciplinaire, ou
par volonté de le faire, par défiance, leur acte, en tout cas, il ne faut pas le surinterpréter, mais leur acte est une forme, en tout cas, de résistance et de défiance à l'état des choses. Donc c'est ça ce que j'essaie de vous dire, c'est ça qui est important, et ça nécessite donc de comprendre différemment, d'aborder différemment ceux qui traversent les frontières sans autorisation sur notre continent. Plusieurs notions ont été proposées, mais je pense que pour mieux rendre compte de ce que nous vivons, il faut de nouvelles propositions notionnelles pour parler des migrations, mais il faut aussi de nouvelles, ou en tout cas un nouveau cadre politique ou de nouvelles approches politiques pour faire fonctionner de manière efficiente ces notions-là, qui ne peuvent pas être juste descriptifs, puisque face à l'urgence, comme l'urgence climatique, peut-être ici, l'urgence migratoire est moins forte, mais quand je vois le nombre de morts, et vous le constatez vous aussi, peut-être qu'elle est aussi forte si ce n'est plus forte, mais face aux violences des frontières, au nombre de morts, il y a une urgence migratoire comme il y aurait une urgence climatique, et il faut une réponse, et cette réponse ne peut pas être une réponse purement stato-nationalo-centrée. Elle ne peut pas être une réponse de l'État-nation, elle ne peut pas être une réponse de la citoyenneté et des régimes politiques afférents tels que nous l'avons hérité des États westphaliens aux États nationaux, des révolutions industrielles et politiques d'Europe et des États nationaux hérités en Afrique, des révolutions décoloniales qui a reproduit ce modèle-là ou qui a tenté de reproduire ce modèle-là. Il nous faut d'autres modèles. Donc, il nous faut une autre approche des migrations africaines, plus précise, mieux chiffrée et qui tienne compte des réalités africaines, des difficultés de déplacement, mais aussi des résistances de la jeunesse et de la défiance de la jeunesse par rapport à des régimes autoritaires ou par rapport à des régimes de frontières imposés par le régime autoritaire ou par d'autres pays qui viennent comme ça externaliser leurs frontières chez nous. Et donc, il faut bien comprendre que cette façon de concevoir la migration, derrière, il y a un enjeu politique. Il n'y a pas simplement qu'un enjeu sociologique, ce n'est pas une lutte notionnelle pour savoir qui va être publié dans telle revue scientifique, avec quel impact facteur. C'est pas ça l'enjeu du débat. Sinon, pourquoi pas? Mais je pense que il y a quelque chose de beaucoup plus fort derrière. Et il y a un enjeu éminemment politique et un enjeu politique du futur qui doit prendre en compte une dimension beaucoup plus large que celle des frontières nationales. C'est pour ça que l'enjeu est cosmopolitique. Et c'est pour ça que derrière, la notion de démocratie cosmopolitique convient mieux. Sur la question des personnes, la manière dont ils circulent et dont ces personnes-là essayent de se relocaliser dans le temps même de la circulation, il faut comprendre déjà que la question de savoir qui part n'est pas une bonne question. C'est la question qui est posée systématiquement, qui part, d'où il part et pour quelles raisons il part. Ces questions-là sont légitimes, pas de problème. Mais face à ce que nous vivons aujourd'hui, finalement, mais ça c'est ma proposition, hein, elles sont très secondaires. Déjà, première chose. Deuxième chose, j'aimerais aussi tordre le cou à la question de transit et au concept de transit, qui lui aussi est un concept creux et sociologiquement et politiquement. Il ne nous dit rien de la réalité. Alors, je vais expliquer ces deux choses et après, je conclurai en passant sur la question de la démocratie cosmopolitique. Pourquoi déjà poser la question de qui part et d'où on part et pour quelles raisons sont des questions qui devraient être secondaires? C'est parce que faire l'inventaire de qui part, déjà c'est compliqué, et des raisons pour lesquelles ils partent, c'est encore plus compliqué, et des lieux d'où ils partent, finalement, ça ne nous apprend pas grand-chose sur les mobilités africaines. Pourquoi? D'abord, les gens qui partent, ils ne partent pas pour une seule raison. Et quand on regarde, on peut constater qu'on a autant d'hommes que de femmes, qu'on a autant de gens âgés que de jeunes. Bien sûr, on a une surreprésentation de jeunes, mais par rapport aux sociétés africaines, il faut le regarder bien sûr par rapport au pourcentage, c'est en termes relatifs, donc par rapport à la pyramide des âges de certains pays, on va avoir à peine plus de jeunes en valeur relative que de personnes âgées. Alors évidemment, en valeur absolue, c'est essentiellement des jeunes. Mais par contre, si on regarde les médias, on va avoir essentiellement le focus sur des jeunes hommes principalement.
Ou alors quand on montre les femmes, c'est toujours de manière ultra misérabiliste, les violences qui existent et dont il faut parler, mais elles n'occupent que ça, tout l'espace médiatique, violences sexuelles, violences aux frontières, etc. Et les femmes finalement sont des fantômes très secondaires et on les montre très peu. À la limite, les humanitaires, voilà, c'est pour les humaniser, on les montre avec des enfants, des pauvres petits-enfants qu'elles portent dans leur ventre ou alors sur leur dos. Et donc, on est sur des visions extrêmement paternalistes, misérabilistes et fausses, puisqu'il y a des femmes entrepreneurs qui migrent, il y a des femmes enceintes ou pas enceintes, il y a des mariages mixtes, il y a des violences sexuelles, il y a aussi des modes, des moyens de les contourner ou d'y résister. Il y a tout ça existe comme dans toute société. Pareil, on montre souvent les jeunes hommes peut-être parce que ça constitue une menace démographique. La manière dont on les interroge, c'est jamais bon. Et la jeunesse africaine veut partir. C'est comme ça que ça revient systématiquement dans les médias africains, dans les statistiques, etc. Les jeunes veulent partir. C'est pas faux, hein, les jeunes africains veulent bouger, mais est-ce que les jeunes africains veulent plus partir que les jeunes européens? Lorsqu'on regarde en fait la proportion des jeunes européens vouloir migrer, quitter, voyager, faire du tourisme ou interrail, elle est équivalente. C'est juste que la manière dont on interroge les Européens n'est pas la même manière dont on interroge les jeunes Africains. Donc pour un jeune Européen, on va présenter ça comme une expérience, comme un voyage, voire une expatriation, alors que pour les Africains, on va dire il veut quitter, il veut fuir, il veut partir. Donc évidemment, les questions, et vous pouvez regarder, même fait par des baromètres extrêmement précis, fait par des collègues, même d'honorables collègues, français ou américains, c'est surtout là qu'on a des bons baromètres euh, euh, en sciences politiques sur ces questions-là, on se rend compte très rapidement que les questions sont biaisées et le questionnaire qu'on fait passer à un jeune Européen n'est pas le même qu'on fait passer à un jeune Africain. Alors, bien sûr, les sociétés étant différentes, on peut comprendre, mais en même temps, ça crée aussi ce sentiment faussé que tous les jeunes Africains veulent partir. Non, les jeunes Africains veulent faire leur vie. Comme même en marocain, on dit ça, on dit je vais chercher ma vie, en tout cas on dit je veux vivre ma vie. C'est une façon de parler qu'on dit en arabe marocain, et ou alors je quitte pour chercher ma vie, comme on peut dire, etc. C'est pas forcément quitter le pays, c'est quitter le village, aller à la ville, être peut-être le gaou d'Abidjan pendant un temps, mais pour faire sa place, et ça circule, et des nouvelles générations émergent, et des nouvelles façons d'être émergent aussi. Et donc, finalement, on n'a pas une volonté, une proportion plus importante chez la jeunesse de mouvements ici qu'ailleurs. Pourtant, on va focaliser ça comme potentiellement un danger. Si on regarde les raisons pour lesquelles les gens partent, en fait, on a presque autant de raisons qu'on d'individus. Donc, partir pour raisons économiques, c'est un fait. Mais un cadre américain qui décide d'aller travailler dans une banque suisse, c'est peut-être parce qu'il va être mieux payé. Ou un ingénieur français qui va travailler en Allemagne, c'est parce qu'il est mieux payé. Alors ici, ça s'appelle une expatriation, mais c'est pour raison économique. Si les gens partent parce qu'ils ont du travail qu'ils n'ont pas chez eux ou un travail mieux rémunéré là où ils vont, c'est pour raison économique. Donc, que ce soit les médecins tunisiens ou marocains en France, ou les médecins nigérians ou ghanéens qu'on va retrouver aux États-Unis, en nombre très important, peut-être trop important, ben, c'est une migration économique, mais du même ordre que le fils de paysan qui va à la ville ou qui essaye d'aller en Espagne ou que sais-je encore. Donc finalement, on n'arrive pas, on peut faire des typologies de raisons de départ, et les gens le font très bien, mais quand on les regarde et qu'on travaille longtemps dessus, on se rend compte qu'elles se recoupent tellement que finalement, on ne sait même plus si elles ont du sens. En tout cas, les corrélations entre une manière de migrer, une manière de se relocaliser sur les routes ou de s'intégrer, pour certains préfèrent le mot intégration, et les raisons pour lesquelles on est parti, on ne trouve pas de corrélation directe. Donc ça veut dire qu'il faut voir les choses autrement. Un. Deux, la question du transit. Le transit, alors ça, c'est un mot incroyable qui vient du vocable de la mondialisation, de ceux qui sont plutôt partis du haut de cette hiérarchie sociale et raciale dont je parlais au tout début, et qui peuvent voyager, pas forcément en première classe, mais parfois en première classe, et qui transitent d'un aéroport à un autre, et qui, en attendant de prendre un nouvel avion, regardent quels produits duty-free ils pourraient acheter dans cet aéroport. Lorsqu'on regarde ça, ben,
évidemment, on est dans un transit très particulier, avec un temps très limité et avec une liberté de circulation ou une facilité, si ce n'est une liberté de circulation, accrue. Or, je ne sais pas par quel, parce que j'ai jamais pu l'identifier, par quel subterfuge linguistique dans l'usage, en tout cas, le mot transit est venu être accolé aux migrants africains spécifiquement qui migrent sur le continent, dont une partie infime passe en Europe, mais infime, mais c'est comme ça que ça a été perçu. On allait même jusqu'à pousser le délire dans certains pays à légiférer et avoir des textes législatifs sur l'immigration de transit ou l'immigration clandestine de transit. C'est ma collègue avec lequel je collabore, Delphine Perrin, qui a fait vraiment l'inventaire de tout ça en Afrique méditerranéenne et en Afrique saharo-sahélienne. Elle montre bien au Niger, en Algérie, au Maroc, comment on a eu une inflation législative sur la question du droit à la mobilité et comment est apparu d'un coup le mot transit. Et d'un coup, par exemple, au Maroc, dès qu'on voit une personne plutôt noire de peau, c'est un migrant de transit. Ça ne veut rien dire. D'abord, il y a des Marocains noirs de peau. Deuxièmement, il y a des personnes peut-être qui sont non ressortissantes, mais qui sont venues au Maroc et qui sont là depuis longtemps et qui sont là pour s'installer. Et puis, quid des Marocains qui passent en Europe? Ceux qui passent en Espagne sont-ils de transit pour aller en France ou ailleurs? On ne comprend plus très bien. Et d'ailleurs, même si on regarde, on n'utilise pas beaucoup le mot migration de transit, par exemple, pour le cas français, même si on l'utilise, mais beaucoup moins que pour les Africains, lorsqu'on regarde les Afghans ou d'autres pays, notamment en guerre, qui essayent de rejoindre le UK, le Royaume-Uni, et qui, entre guillemets, soi-disant, transiteraient par la France. Le terme est finalement peu utilisé. Donc, d'un coup, à travers le Sahara, à travers la Méditerranée, on a comme ça les migrants africains qui sont nommés migrants de transit, faisant disparaître toute la complexité de la réalité de la migration transnationale et bien sûr toutes les autres formes de migration qui n'ont rien à voir avec le transit. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, je ne pourrais pas aller plus loin pour démontrer et avec des cas précis parce que là, j'arrive sur la fin. Mais déjà, une fois qu'on a dit ça, on comprend que finalement, ce qui compte, c'est de regarder les populations là où elles sont et de regarder comment elles s'organisent. C'est-à-dire que finalement, moi, ce que je propose, c'est de revenir au territoire, non pas au sens peut-être ancien du terme, puisque pour moi, un territoire, il peut être circulatoire, comme le montre si bien Alain Tarius, il peut être en mouvement ou connecté avec d'autres territoires, mais quand on revient dans le territoire, on revient dans des espaces, que ce soit des espaces, des interstices entre les villes, des espaces légitimes ou illégitimes, des camps de fortune, des espaces dominés ou des espaces dominants, ou des espaces qui ont pignon sur rue, comme on dit en français, mais de revenir à ces espaces pour comprendre les populations, comment elles vivent. Revenir aux populations, c'est revenir au local. Voilà, c'est comme on disait, entre globalisation locale, relocaliser. Et revenir au local, c'est pas pour s'enfermer dans le local ou dans l'espace ou dans le territoire et encore moins dans les frontières. C'est pour regarder comment les populations localement s'organisent et comment elles tissent des liens ou elles ont tissé des liens ou comment elles arrivent même à vivre sur place grâce aux liens qu'elles ont avec d'autres espaces, voire des espaces lointains, voire des espaces multidimensionnels, ou en tout cas transréticulaires et transnationaux. Alors ça, c'est important puisque revenir aux espaces et aux populations, c'est revenir aussi de ce point de vue-là au réseau et donc de voir comment les populations arrivent à vivre ici en fonction de là-bas ou en vivant ici, font vivre là-bas et ainsi de suite. Et donc, on est dans des allers-retours et on peut l'observer physiquement, concrètement, notamment pour la migration transnationale, dans ce que moi j'appelle les étapes de ces migrations transnationales. Et donc, les personnes qui circulent entre ces étapes, j'appelle ça des transmigrants. Mais c'est pas pour vous faire, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des propositions notionnelles. Mais ici, la transmigration ou les transmigrants, ce n'est qu'un mot pour dire que dans les étapes, en fait, se joue tout un ensemble de relations, de rapports de force, d'évitement, mais aussi de créativité et d'innovation qui permet aux gens de se relocaliser et qui les finit par les transformer eux-mêmes, mais aussi à transformer ceux qui passent et qui partent, mais ceux qui ne partent pas et qui restent ou qui étaient là avant. C'est-à-dire que ça a un impact sur les territoires et les populations qui y vivent.
ça a un impact et cet impact, il est visible. On le voit par des constructions de bâtiments, on le voit par des commerces nouveaux, on le voit par des mariages mixtes, du métissage, de l'hybridation. Mais on le voit aussi, et c'est là où j'arrive sur mon point de conclusion, par des résistances politiques. On le voit par des résistances politiques qui sont parfois pas forcément décelables au début, mais qui prennent des formes lorsqu'elles s'articulent entre réseaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des types de migrants ou de transmigrants différents qui se lient avec des populations locales autour d'intérêts communs, voire avec des populations qui sont d'origine du lieu mais qui vivent ailleurs, on commence à avoir émergé tout un ensemble d'innovations politiques. Et ça, c'est important puisqu'on n'est pas dans un simple cosmopolitisme, on n'est pas que non plus dans des simples rapports de force et de domination. Oui, il y a du cosmopolitisme et du métissage, mais oui, il y a du racisme et des violences dures, et des rapports de domination clairs et de l'exploitation. Et il faut regarder tout ça, mais on peut regarder aussi autre chose, une troisième voie, qui serait celle de la cosmopolitique, c'est-à-dire de la capacité qu'ont les acteurs sociaux dans le lieu de faire varier leurs appartenances pour tisser du lien. Certes, pas forcément du lien fort, mais des liens qui leur permettent d'aller au-delà de leur simple appartenance et de leur seule fidélité ou solidarité aux communautés ou aux réseaux d'origine. Et qui leur permettent donc de mieux résister face à des injonctions assignation locale ou injonctions raciales ou identitaires ou que sais-je encore. Là, je reste dans la globalité. Et on le voit par exemple au Maroc, c'est des choses que j'ai beaucoup documentées, sur lesquelles j'ai beaucoup écrit, les mouvements de défense des étrangers et des migrants au Maroc, essentiellement venus d'Afrique subsaharienne, a émergé parce que justement, on a eu un lien avec des militants de droits de l'homme au Maroc, avec aussi des militants des causes, on va dire des minorités ethniques, qui se sentent, qui ont pris fait des causes, pas tous, mais qui se sentent proches du fait qu'il y a un effet aussi de racialisation et donc de racisme, mais aussi avec les Marocains résidant à l'étranger, notamment en Europe, qui eux-mêmes étaient sensibles à la question du racisme pour l'avoir vécu ou pas directement, mais pour savoir qu'on n'est pas toujours le bienvenu ailleurs, et quand on est étranger, c'est pas facile de faire sa place, et que donc d'un coup, entre les militants de droits de l'homme ou d'autres types de militantisme, mais plutôt sur les droits des personnes, entre les militants des causes amazighs ou culturelles ou de la défense des Marocains noirs, on l'a vu en Tunisie aussi, qui estiment qu'ils subissent aussi tout un ensemble de discriminations raciales et depuis très longtemps, et des militants, on va dire, pro-migration issus de l'immigration marocaine, sont tissés des réseaux non pas solides, avec vraiment une géométrie et une labilité assez intéressante, mais qui à un moment donné s'est densifié et a créé une cause, la cause qui s'est appelée comme ça, hein, la cause des migrants subsahariens au Maroc. Et donc, d'un coup, les autorités ont été interpellées, il a fallu donner une réponse, il y a eu des campagnes de régularisation, il a fallu penser changer les lois, etc. Alors, ça a changé. Finalement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est revenu en arrière, mais en tout cas, la cause des migrants subsahariens, tel qu'on le dit, les mots aussi ne sont pas très justes, mais c'est les mots qu'on utilise. Bah, cette cause-là existe et il y a des associations, il y a des gens qui sont capables de manifester et les migrants venus du continent eux-mêmes ont créé leur propre association, parfois concurrentes entre elles, mais comme dans toutes les causes, ils sont capables de se réunir et de faire sortir comme ça 1000, 2000, 5000 personnes pour manifester. Donc c'est devenu une cause politique. Et puis on peut voir ça en Tunisie. On a pu voir ça aussi dans d'autres pays du continent africain. Et donc, on a quelque chose qui s'est constitué. Là, il me reste 3 minutes pour conclure. Et je n'ai pas le temps de documenter tous ces moments où ces causes, plus ou moins, c'est pas exactement les mêmes selon les pays et les périodes, mais qui associent des acteurs militants différents, mais qui ont un intérêt commun. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça fait émerger une cosmopolitique. Pourquoi? Parce que dans toutes ces causes, alors pourquoi ça? C'est pas une réponse univoque, hein, il y en a plusieurs. Et donc, je commence par la première. Dans toutes ces causes, il y a une dimension panafricaine. Même au Maroc, la dimension panafricaine était claire.
parce qu'il y avait une dimension raciale, et de couleur de peau, et il y avait une dimension aussi liée à l'externalisation des frontières européennes, avec des gens qui trouvaient inadmissible qu'on soit les gendarmes de l'Europe, et notamment des deux puissances coloniales qui ont occupé, et notamment l'Espagne qui continue à occuper deux présides, comment on les appelle, mais qui sont en fait des comptoirs coloniaux qui se comportent encore aujourd'hui comme des comptoirs coloniaux, sans, grâce à Dieu, l'esclavagisme, mais avec c'est free tax, tout est free tax, on déverse une tonne de marchandises free tax que des petites mains qui habitent du côté marocain viennent chercher et porter, comme on appelle ça même des femmes, des mulets, elles portent ça comme des dos de mulets pour porter ces marchandises et les revendre un peu moins cher de l'autre côté. Donc on déverse sur ces présides comme des comptoirs coloniaux free tax des tonnes de marchandises que évidemment ces comptoirs coloniaux ne peuvent pas absorber eux-mêmes pour diffuser cette contrebande du côté marocain. Donc, c'est pour ça beaucoup de Marocains, c'est inadmissible. Et donc, il y a une dimension à la fois panafricaine ou au moins décoloniale. Donc ça, c'est une première chose. Et ailleurs sur le continent, lorsqu'on discute avec des étudiants au Sénégal qui disent que du sous-continent, comme on dit encore, que lorsqu'ils se font traiter de Niakoué, de Niak, etc., que ça leur pose problème et qu'ils veulent s'organiser parce qu'ils ont l'impression de passer derrière les Sénégalais, que les holophones occupent tout l'espace et sont dans des rapports de domination, ou qu'on entend ailleurs en Afrique centrale des propos pas équivalents mais qui ressemblent, rapidement l'idée du panafricanisme arrive. Et oui, mais quand même, nous sommes tous les enfants de Thomas Sankara, ou que sais-je encore, ou de Nkrumah, etc. Et que donc le panafricanisme a existé, et que donc on ne devrait pas empêcher les Africains de circuler sur leur continent, et on ne devrait pas, entre frères africains, avoir des visas et être maltraités entre pays, etc. Donc c'est l'argument principal qui arrive, même s'il y en a d'autres, comme la question des droits humains, de lutte contre les violences, ou plein d'autres. Mais l'argument panafricain et l'argument décolonial arrivent. Et là, je conclus parce que finalement, je parle de cosmopolitique, mais je me demande s'il ne faudrait pas parler d'afro-cosmopolitique. C'est-à-dire que, et là c'est mon dernier mot, je viens de déborder de quelques minutes, finalement, la constitution en nation des États africains n'est pas la même histoire de la constitution en nation de beaucoup d'autres États dans le monde, et particulièrement des États européens, où les États africains se constituent en nation tardivement, non pas qu'il n'y avait pas des ensembles politiques, culturels, civilisationnels auparavant, même avec des empires, des États, etc. Donc on connaît notre histoire, mais avec la colonisation européenne, toutes ces appartenances ont plus ou moins volé en éclats et ont eu plus ou moins de mal à se reconstituer. Et les frontières héritées de la colonisation, nous le savons tous, sont des frontières qui sont pour tout le monde, voilà, pour tous les Africains, qui sont insuffisantes, enfin, en tout cas qui ne conviennent pas, et ça a créé tout un ensemble de guerres ou de velléités indépendantistes, et nous vivons là-dedans. Et même une grande partie des troupes politiques et des prises de pouvoir ou de destitution de pouvoir, notamment par les militaires, on le voit, c'est souvent lié à des régions comme l'Azawad qui veut faire sécession ou pas, ou tout un ensemble de choses comme ça sur le reste du continent. Et donc c'est compliqué. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, même si c'est central. Ce dont je veux en parler, c'est que ce qui a fait la libération des peuples africains et de la création de leur nation, c'est d'abord et avant tout, non pas une nation identitaire, mais une nation décoloniale. C'est d'abord et avant tout la volonté de se libérer du joug colonial. Là-dessus, il y a peut-être un point commun avec les États-Unis qui serait intéressant de plus prospecter, c'est on se libère d'une occupation, même si on hérite d'un territoire et d'une administration construite plus ou moins par la puissance occupante, mais on se libère de cette puissance occupante au nom de valeurs qu'on disait à l'époque universelles, mais le mot universel peut recouvrir des choses qui parfois peuvent se retourner contre nous-mêmes, donc il faut le prendre avec des pincettes, même si en principe il devrait être neutre, et donc je lui préfère de loin le mot cosmopolitique, mais c'est au nom de valeurs cosmopolitiques que les peuples africains ont réussi à se libérer au nom de l'état de droit, au nom des droits humains, au nom des droits des peuples de disposer d'eux-mêmes et de s'organiser politiquement eux-mêmes. Et ces valeurs très universelles ou très cosmopolitiques, finalement, elles recouvraient une dimension dont nous avons grandement besoin
pour gérer la question des migrations et des circulations sur notre continent et pour dépasser ce régime de frontérisation et ce régime des visas qui ne fait qu'augmenter le nombre de morts. Et aujourd'hui, on meurt de plus en plus sur notre continent en voulant bouger, ce qui est complètement paradoxal alors qu'on a créé justement un continent composé de nations et une organisation de l'Union africaine devenue l'Union africaine sur la base d'idées panafricaines, c'est-à-dire d'idées cosmopolitiques de nations composées de citoyens multiples dont la citoyenneté ne dépend pas directement d'une nation. Ici, ce n'est pas une supranationalité qu'on veut construire, ni une nationalité fédérale. Tant mieux que elle existe, mais à côté de cette Afrique fédérale, ou je ne sais ce qu'elle va devenir, ou de cette supranationalité, à côté, c'est beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus fin sur lequel je pourrais peut-être vous répondre dans les questions si les questions viennent, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci énormément, Mehdi. C'était vraiment, on n'a pas vu le temps passer. Et merci d'avoir dépassé un peu le temps pour conclure sur cette ouverture. Guy, je te laisse peut-être prendre le relais parce qu'on a des questions qui fusent dans la barre de chat. Sachez aussi que vous pouvez lever la main. C'est en haut sur votre Teams si vous voulez qu'on ouvre votre micro afin que vous vous exprimiez. Très bien, merci Colline, merci Mehdi, je l'avais prédit. Mehdi, j'ai vraiment apprécié ton intervention. Je pense le temps dépassé est de bon augure, ça se justifie bien. Je me ferai l'effort de faire la synthèse en juste 2 minutes. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que ce qui est au cœur de cette conférence, c'est le paradoxe que tu as exposé d'entre deux jeux, entre la globalisation du monde et la frontiérisation du monde, si j'ai bien saisi. Et cela me ramène à un entretien que tu as dû accorder à une association GADEM lors des tragédies de Nador Melilla. Et tu cites, je répète, mon analyse, c'est que ces frontières sont celles de la honte parce qu'elles sont totalement absurdes et hypocrites. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de dire qu'un petit bout d'Europe est encastré au Maroc alors qu'il s'agit d'un reste colonial. Félicitations. Alors ici, Mehdi nous propose de nous projeter dans un temps long à travers la notion de démocratie cosmopolitique, de sorte à ce que soient réduites les inégales répartitions des capacités de mobilité. Cela est d'autant plus fondé, pour ma part, puisque les grandes démocraties occidentales elles-mêmes ont pour longtemps été animées par le désir de découvrir d'autres lieux, d'autres horizons, et qui ont été au cœur même des grands mouvements de circulation du XVe siècle. Alors, c'est ce grand miroir autour duquel gravitent les questions de qui peut bouger et qui ne peut pas bouger, et qu'on vient donc de briser à l'ère de ce temps. D'autant plus que le monde se fonde sur cet éternel cycle de retour. Alors donc, en quelque sorte, une fois qu'on a dit ça pour moi, en termes de résumé, on va maintenant passer à la phase des échanges et des questions. Mais Merci, avant de pour passer ce la résumé. parole, merci Mehdi. Alors, avant de passer la parole à toutes celles qui nous suivent, moi j'ai une préoccupation. Et moi, la question que je t'adresse, Mehdi, c'est de savoir en quoi est-ce que accueillir l'Afrique aujourd'hui peut participer au processus de mondialisation. Donc, quelles sont les formes à partir desquelles on peut penser la participation au processus de la mondialisation? Durant ta conférence, elle a tellement été brillante d'ailleurs qu'il y a eu des questions dans le chat juste avant. Alors, Colline, tu suggères qu'on les relise ou on leur redonne la parole, comme tu veux? Peut-être voir si les personnes veulent prendre la parole. Après, D'accord. Donc, on va maintenant passer la parole aux auditeurs en ligne. Ils lèvent juste la main et ils ont la parole. Donc, on vous suit. je vois que c'est Agri Lake qui est le premier à avoir écrit. Oui, Donc, si vous voulez parler à l'oral, il est possible dès maintenant de allumer votre micro et de vous exprimer. Agri Laké. Agri est là. Il me Oh, semble que non. bon, au vu du temps, peut-être
toi les lire, Guy. Et je sais pas, Mehdi, ce que tu préfères qu'on les lise toutes à la suite et tu réponds en même temps, ou si on fait une par une, sachant qu'on a une vingtaine de minutes devant nous. Ouais. Euh, Moi, je peux les lire moi-même, hein. En fait, non, ils sont dans la conversation Oui, oui, Oui. enfin, et donc oui. tout le monde peut les lire. Donc, je vais commencer. Là, j'ai quelqu'un qui, je ne sais pas le nom exactement, qui me dit j'ai deux inquiétudes sur le panafricanisme et les années 90 avec les nouveaux leaders africains, et la deuxième sur l'inégalité sociale sous toutes ses formes, etc. Et une troisième inquiétude, préoccupation. Alors, donc, bon, ici, pour répondre, c'est très compliqué parce que c'est des questions très bien formulées, bien écrites, et qui a été envoyées, et donc je ne pourrais pas y répondre, sinon il me faut plus que 20 minutes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je propose n'est pas en opposition avec d'autres formes de compréhension ou d'action vis-à-vis des leaders africains ou des formes d'organisation politique ou que sais-je encore. Ce que je propose, c'est de faire des pas de côté, de regarder à côté, autour de nous, dans les situations concrètes, dans la réalité sociale, toutes les formes en fait quotidiennes, au quotidien vraiment, au jour le jour, de résistance. Si ce n'est de résistance, les gens préfèrent dire le mot résilience. Il prend beaucoup de formes, mais en tout cas de comment une partie des Africains doivent s'organiser au jour le jour pour survivre, pour se déplacer au travail, pour contourner tout un ensemble d'obstacles. Voilà, pour les femmes, c'est plus compliqué que pour les hommes. Et tout ça, en fait, on a l'impression que c'est juste une charge mentale individuelle ou c'est juste du folklore. Non, ce sont des modes d'organisation. Pour trouver sa pitance, son petit argent, pour se déplacer, pour se protéger contre tout ensemble de violences, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire à plusieurs, il faut avoir les bonnes informations, il faut que l'information circule. Et donc, là-dessus, on a des formes d'organisation qui ne sont pas exactement les mêmes euh, du village ou du clan classique dans lequel, au quotidien, au jour les jours, on est en train de répéter notre emploi du temps. Voilà, quand vous vivez à Lagos, bien sûr, il y a des routines quotidiennes, mais il y a une somme d'interactions stupéfiantes qu'on peut vivre. Et il faut s'en prémunir. Sinon, au risque de devenir fou ou de se faire arnaquer ou de subir des violences, etc. Et évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Sinon, il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas d'arnaque, il n'y aurait pas de vol, etc. Et là-dessus, quand on regarde ça, on se rend compte qu'en fait, si on a cette lecture, elle n'est pas micro-sociologique, mais elle demande de revenir vers les populations et leur territoire et leur mode d'organisation, au-delà du clan, de la communauté, au-delà du village qui ne bouge pas beaucoup. Si on regarde cette fluidité, on se rend compte qu'en fait, on a plein de solutions. Et ces solutions, c'est juste qu'on ne les traduit pas toujours de manière politique. Mais on est déjà dans une forme de libéralisme en Afrique, dans une forme en tout cas de volonté d'émancipation. On a déjà une émergence claire des individus et on est déjà dans des formes de réseaux. On a vraiment des territoires réticulaires sur lesquels on ne se déplace pas dans un quartier sans se préparer, sans s'habiller, sans avoir l'information, en étant seul, ou il faut se déplacer en groupe, etc. Ou à telle heure ou à tel moment, toutes ces informations les gens le savent et même quand on leur demande, ils ne savent pas comment ils le savent. Donc finalement, c'est une sociologie par le bas qu'il faut faire et là, on en apprend beaucoup. Voilà. Après, j'ai encore une autre question de la Libye, passant par l'Algérie et le Maroc. Le métissage, alors je ne sais pas exactement quelle est la question, mais de savoir si il n'y a pas de mariage mixte entre des Africains d'autres régions de l'Afrique méditerranéenne et les Africains d'Afrique méditerranéenne. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de mariages mixtes, de fait, hein. Si la vie trouve toujours son chemin, c'est que, peut-être que je vais paraître poète ou naïf, mais que l'amour trouve son chemin. Donc, évidemment.
Évidemment qu'il y a des gens il y a des amitiés qui se nouent, il y a des amourettes ou des mariages qui se nouent, si c'est une amourette, il y a des enfants qui en naissent, ou si ce n'est pas des enfants, il y a des projets communs qui naissent, et donc on se transforme, on le voit dans la musique, dans la culture, etc. C'est juste que on est tellement obsédé par l'urgence, la pauvreté, la violence, qu'on ne veut voir que ça, on ne veut pas voir comment des gens réinventent les manières de parler, l'argot, la musique. Enfin, c'est impressionnant comment le Maroc s'est redécouvert panafricain, alors que foncièrement, les Marocains ne le sont pas, ou ne le sont plus parce qu'ils l'ont été au moment des indépendances. Il ne faut pas oublier que la conférence de Casablanca était importante et le Maroc, et à l'époque c'était le roi Mohamed V, il y avait vraiment une volonté panafricaine très forte. Mais les Marocains, au fond, ne sont plus vraiment panafricains, ils sont beaucoup plus dans le panarabisme. Mais il faut voir la vitesse avec laquelle que ce soit même comment le capital, à travers des boîtes de nuit, à travers la publicité, à travers des séries télévisées, c'est approprier des images un peu, on va dire, à l'africaine et comment ça s'est métissé, hybridé. Et donc, on a des présentateurs de télévisés de Cameroun, on a des heures reggae, on a des groupes de musique marocaine qui mixent avec la musique venue du continent, etc., etc. Donc oui, fort heureusement, en Algérie, au Maroc, en Libye et ailleurs, il y a du métissage comme ailleurs. Là-dessus, je rejoins beaucoup ce qu'explique ou ce qu'a commencé à expliquer le professeur Membe avec son concept d'afropolitanisme. On a, si ce n'est un afro-cosmopolitique ou un afro-cosmopolitain, on a en tout cas dans les grandes villes un cosmopolitisme africain dans lequel la mode, voilà, on a un Ivoirien qui est installé à Marrakech, qui aujourd'hui fait un succès fou. Les caftans, donc l'habit traditionnel marocain pour les mariages, mais fait avec des tissus qui peuvent venir d'Afrique subsaharienne, ça marche, ça se vend même dans les familles riches. Donc on a ce métissage. Voilà. Existe-t-il une corrélation mesurée entre les pays qui pratiquent le jeu démocratique et ceux qui ne le pratiquent pas? Je ne pourrais pas répondre à ça. On est vraiment sur la démocratie et le mesurer, c'est très dur. Ce qui est sûr, c'est que dans les pays où il y a peu de démocratie, les populations sont très innovantes. Et donc, tant qu'on n'est pas plongé dans le quotidien de ces populations, en fait, on ne se rend pas compte. Voilà, parce que là où il y a peu de démocratie, il y a peu de liberté, et donc même d'un point de vue économique, même si le libéralisme économique, on connaît les limites et les aspects destructeurs lorsqu'il y a trop de libéralisme et qu'on va vers une forme de néolibéralisme, mais n'empêche que le libéralisme économique crée cette liberté d'entreprendre, et on peut trouver, par exemple, tout un ensemble de produits nécessaires parfois à la survie qu'on ne trouverait pas dans des sociétés non démocratiques. Par exemple, en Algérie, quand il a fallu à un moment donné avoir des bonbonnes de respiration pour, comment on appelle ça, d'oxygène, d'accord, et que les services sanitaires algériens étaient débordés, ben, la société civile s'est organisée et grâce à la migration, on a vu, c'est pas un trafic négatif, mais on a vu comment des Algériens immigrés ramenaient des bonbonnes, etc. Et que les gens ont créé sur des plateformes, sur les médias sociaux, des informations pour que le bouche à oreille dépasse le seul lieu et que les gens se dépannent. Et ça a sauvé des vies. Et donc, on peut dépanner, et on le sait sur le continent africain, on a des appels aux dons pour des opérations, on a des appels au matériel pour des opérations, et on sauve des vies au quotidien. Ce n'est pas suffisant, hein, on le voit dans l'espérance de vie, ça ne remplacera pas une politique publique d'un État, mais dans les États peu démocratiques, dans lesquels il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, les populations sont bien obligées de s'organiser elles-mêmes, de s'auto-organiser. Et dans cette auto-organisation, en fait, on a l'émergence de quelque chose qui peut être démocratique selon moi, et c'est ça ce qu'il faut observer. D'accord, Mehdi, je t'aide avec la prochaine Oui, question. vas-y. Alors, on a quelqu'un qui a une intervention à double volet, une, une sorte de proposition et de question. Alors, sa suggestion et sa contribution est la suivante. Il remercie la Fondation et il estime que, relativement au thème, le professeur Mehdi devrait mettre l'accent sur un point qui, pour lui, a manqué, à savoir la gestion de la mobilité et l'éthique qui doit la guider.
Alors pour lui, dans votre intervention, vous avez fait effectivement part belle à la région d'origine disciplinaire, à savoir la sociologie. Et dans cette perspective, vous avez mis rigoureusement en évidence les motifs qui justifient les élans et les velléités migratoires et les difficultés qu'il y a aujourd'hui à circuler librement. Toutefois, avec ce thème, accueillir l'Afrique en mouvement, et pour lui, la question insidieuse ou explicite qui pourrait se poser après le diagnostic bellement mis en évidence à la lumière de la sociologie est de savoir, et la question est la suivante, comment rendre possible, dans une perspective de démocratie cosmopolitique, une politique et une éthique de l'accueil ou de la générosité? Comment rendre possible, dans une perspective de démocratie cosmopolitique, une politique et une éthique de l'accueil ou de la générosité? Et il poursuit, n'est-ce pas en somme par le biais d'une philosophie du passant et d'une théologie de la communauté terrestre que la circulation suivie d'une pédagogie de l'hospitalité ici serait réalisable? Donc, Alors, je vais répondre à cette question et en même temps à celle que tu m'as posée sur en quoi accueillir l'Afrique en mouvement permet de mieux comprendre la globalisation depuis le continent et à mieux adhérer à cette globalisation en cours. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, cette globalisation, ben, elle est globale, donc elle nous englobe et elle nous emporte ou pas, mais en tout cas, l'Afrique a son mot à dire là-dessus. Donc, je vais essayer de répondre aux deux en même temps. Alors, ici, bien sûr, merci, ça a bien été dit, je n'avais pas un propos ni de philosophie morale, ni même de philosophie politique, même si ça pouvait un petit peu y ressembler. En fait, la question de l'éthique du passant, où beaucoup de gens l'ont développé, et, le professeur Membe, on l'a beaucoup cité notamment, hein, mais pas seulement, où les éthiques religieuses, en réalité, elles existent, elles sont là. Elles sont présentes dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés savent accueillir et être hospitalières. Par exemple, aujourd'hui, on a vraiment des images d'Épinal sur l'Europe ou sur certains pays européens, comme quoi ils seraient inhospitaliers. Et c'est fou parce que les Européens eux-mêmes entretiennent cette image-là. Et par exemple, d'autres pays seraient beaucoup plus hospitaliers. Alors c'est vrai qu'on va trouver l'hospitalité plus répandue dans certaines régions du monde ou dans certains pays du monde ou dans certaines catégories sociales de certains pays du monde, hein. Les choses ne sont pas figées. Mais en Europe, on a, au-delà de l'État, même au niveau individuel, des vraies stratégies d'accueil. En France, par exemple, parce que c'est le pays que je connais le mieux pour avoir vécu 16 ans en France, on a des associations et des réseaux d'entraide pour les populations migrantes ou même pour d'autres types qui sont bien mieux organisés que ce qu'on peut trouver en Afrique. Alors, c'est pour ça que ici, c'est pas de faire l'inventaire des formes d'accueil. C'est très intéressant de le faire. C'est des travaux qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours pour certains autres collègues. Mais on a différentes catégories d'accueil et on a différentes formes d'accueil. Et l'accueil est une réalité consubstantielle des sociétés. Il n'existe pas de société sans au moins une minorité d'individus qui sont accueillants. C'est l'humain, tout simplement. La prise en charge de la vulnérabilité fait partie de ce que nous sommes. Puisque finalement, l'éthique du passant, c'est pas simplement le fait que les gens passent, c'est le fait que nous sommes nous-mêmes des passants. On passe sur Terre, hein. Comme disent les soufis en arabe, par une porte, on est rentré, par une porte, on sortira. Nous sommes tous venus au monde nus et vulnérables. Et si on ne nous avait pas pris en charge, on serait mort. S'il n'y a pas eu une mère, un père, des tantines, des tontons ou des substituts de ces pères, de ces mères, de ces oncles et ces tantes, nous ne serions pas là, vous et moi, en train de discuter. Donc, il n'y aurait pas de société, le bébé meurt. D'accord? Et même une fois qu'on a fait notre vie, on finit par dire au revoir et on finit par disparaître et on continue à exister dans la mémoire de ceux que nous avons laissés derrière nous. Donc il n'y a pas de société sans accueil, ça n'existe pas. Sauf que évidemment, si on ne voit que la Guardia qui tabasse les migrants, les morts, etc., on ne voit pas tous les autres Espagnols qui font tout pour accueillir et qui accueillent, et peut-être même qui accueillent mieux
que ce que le Maroc peut faire pour les migrants, alors que le Maroc est une société basée sur l'accueil, sur le voyageur qui peut demander, même l'islam est basé sur l'hijra, c'est-à-dire la migration du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, qui doit partir en exil et donc qui est accueilli par la suite dans une ville, Yathrib, qui deviendra Médine, et donc qui donnera le mot Médina, qui veut dire ville. Donc même, enfin, bref, dans la religion chrétienne, on retrouve la même chose. Et dans des religions aussi plus anciennes, on retrouve des choses plus ou moins équivalentes. Donc, on sait faire. La question aujourd'hui, c'est pas ça de mon propos. La question, c'est comment sociologiquement, lorsqu'on fait, peu importe les raisons pour lesquelles on le fait, qu'on soit porté par une éthique religieuse ou par un acte militant, et ça peut se ressembler, peu importe la raison pour le fait, on fait de l'accueil ou qu'on fait de la solidarité ou qu'on milite pour le droit des migrants, qu'est-ce que ça dit du temps politique au moment où ça se passe? Avec qui on le fait et comment on le fait? C'est la même question que je ne veux pas poser, ce sont les mêmes questions que je ne veux pas poser sur pourquoi on part, d'où on part. Moi, je veux dire comment on part et avec qui on part, avec qui on migre. Et c'est ça qui est important et dans quel lieu on apprend à vivre ensemble. Pareil pour ceux qui portent assistance ou qui ouvrent leurs portes ou qui vont aller manifester pour défendre le droit des étrangers. C'est des gens qui sont différents les uns des autres, mais comment ils le font et qu'est-ce que ça dit de ce temps politique, de cette séquence politique, par exemple. C'est ça mon propos. Et lorsqu'on regarde les choses en posant les questions différemment, mais de manière sociologique, les réponses que nous avons, c'est que ça dit quelque chose, non pas seulement de nos sociétés anciennes, mais de nos sociétés nouvelles ou celles à devenir. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'appelle ça des formes de résistance. Parce qu'il y a la migration par une opération que j'ai essayé de décrire, mais dont tout un ensemble de choses m'échappent à moi, je le dis humblement, hein, j'arrive pas à comprendre non plus tout, les raisons pour lesquelles on en est arrivé là où nous sommes aujourd'hui, et qu'il y ait autant de morts et autant de mobilisations anti-migrants. Migrer aujourd'hui, surtout quand on est africain, et surtout quand on est africain sans papier, c'est une forme de résistance à un ordre établi qui s'impose à nous. Et que tous ceux qui le font, et tous ceux qui s'associent à eux pour les aider à le faire, c'est une forme de résistance politique qui est pour moi assez évidente. Et donc, ça dit quelque chose du temps politique dans lequel nous sommes, de ces résistances et peut-être de la société qui advient. C'est pour ça que accueillir l'Afrique en mouvement, ce n'est pas simplement par charité musulmane ou chrétienne, ou charité religieuse, c'est plus que cela. C'est pour construire le monde de demain, et le monde de demain ne pourra pas être un monde où les réponses ne se prennent que à des niveaux nationaux. Tout le monde le sait, tout le monde est convaincu, même ceux qui défendent les États-nations le savent, même ceux qui disent mais on ne pourra pas dépasser les États-nations savent qu'une somme de décisions importantes devront se prendre à côté des États-nations, en dehors en tout cas de leur cadre classique de gestion. Et donc, est-ce que c'est une citoyenneté supranationale, une démocratie supranationale ou autre chose? Moi, ce que je pense, c'est que ce qui se joue, c'est la question de droits individuels portés collectivement à l'échelle du cosmos, à l'échelle planétaire. Le mot cosmopolitique convient parfaitement. Et pouvoir se déplacer et pouvoir être accueilli, ça construit en fait ce monde à venir dont les réponses devront être collectives. Enfin, collectives, bien sûr, elles le seront toujours, mais collectives au sens global du terme et transnational du terme. Voilà, c'est ça ce qu'on a à dire. L'Europe, finalement, nous apprend, et là j'arrête, l'Europe nous apprend rien finalement de la globalisation. Elle nous apprend beaucoup de choses sur la globalisation, peut-être économique, mais elle nous apprend rien de la globalisation humaine qui est en cours. L'Afrique nous apprend beaucoup plus de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne migre pas impunément en Afrique. On ne se déplace pas avec facilité entre territoires africains. Passer d'un village à un autre en Afrique, ça peut être très compliqué. Passer d'un village à la ville, ça peut être très compliqué. Si vous rajoutez les frontières, si vous rajoutez les visas, etc., ça devient encore plus compliqué. Donc, migrer en Afrique demande une ingéniosité, demande une organisation. On ne peut pas booker, ou seuls quelques Africains peuvent le faire, mais comme la majorité des Européens, sur son smartphone, un bus, un train, un avion, pour se déplacer de ville en ville sur le continent européen.
On ne peut pas faire ça en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande donc une préparation du voyage et ça demande donc des soutiens financiers, normatifs, affectifs, donc du social. Et donc, en faisant du social, en s'associant aux autres pour pouvoir bouger, pour pouvoir migrer, en fait, on crée un autre lien que moi j'appelle cosmopolitique. Merci Mehdi. Merci pour ta brillante contribution. On va essayer de prendre une dernière question, si Colline le permet. Euh, Yes, nickel. on va demander, on va demander à un participant ou à une participante de lever la main s'il a une question, si elle a une question. Sinon, je serai obligé de mettre fin à la conversation. Colline, je pense que Mehdi a été suffisamment à la hauteur, donc c'est clair pour tout le monde, il me semble. Est-ce que tu veux ajouter un dernier commentaire, Mehdi, ou le mot de la fin dans ce cas-là? Oui, un mot peu pour défendre aussi le projet de cette fondation et féliciter tous ceux qui ont participé à ce cycle de conférences dont j'ai compris que je suis l'avant-dernier. J'espère qu'il reprendra sous d'autres formes plus tard. Mais c'est important ce qui se joue ici ce soir et tous les autres soirs et ce qui se joue au-delà de ce cycle de conférences avec la fondation parce que justement c'est créer des tiers-lieux ou des espaces dans lesquels des personnes très différentes peuvent se rencontrer et réfléchir, partager des expériences ou agir ensemble. Que ce soit le projet de matrimoine, que je trouve est excellent, qui est en train de se construire, ou d'autres types de projets qui sont un peu plus académiques ou classiques, comme comment enseigner la démocratie. Donc, que ce soit cette proposition notionnelle de démocratie substantive que nous fait Achille Mbembe, auquel nous adhérons puisque nous sommes là, et de quoi est faite cette démocratie substantive? Ben, cette substance, justement, elle est dans le quotidien, elle est dans le vécu des gens. Et donc, si on n'a pas d'espace pour se voir, pour échanger, pour résister, pour avoir des informations, pour avoir la force de mieux vivre ce qu'on vivra plus tard, en fait, ça me fait beaucoup plus peur si on n'a pas des espaces comme ça que des régimes politiques transitoires qui sont problématiques ou des leaders politiques qui sont pas à la hauteur ou des dictatures militaires parce que les dictatures, elles passent, elles finissent toujours par passer. Certes, les gens souffrent, c'est pas pour, mais finalement, tous ces régimes politiques, ils passent, ils changent. Un régime en change l'autre. Parfois, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais par contre, ce qui reste, c'est les gens, c'est le peuple. Et à ce niveau-là, s'il n'a pas d'espace pour s'exprimer, pour se réinventer, pour avoir les mots pour dire le monde dans lequel il vit, là, on va devant des graves problèmes de violence. Donc, il faut pouvoir parler, pouvoir écouter, il faut pouvoir se rencontrer. Et finalement, cette démocratie cosmopolitique, qui vient s'adjouter à cette démocratie substantive, c'est pas une éthique du passant, mais c'est une éthique de la rencontre que je propose. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Merci beaucoup. Mehdi. Ouais, merci Mehdi. C'est pas la même ambiance que dans une vraie salle en présentiel Eh oui. où on peut faire des petits gestes, mais c'est tout. Merci beaucoup pour ton intervention et le mot de la fin et le soutien que tu portes de manière générale pour la fondation. Alors, les cycles de conférences continueront. C'est Guy qui prendra la main. Et tant mieux parce que bah, il y a toujours des personnes qui sont en ligne, des questions intéressantes. Et en fait, vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur notre page YouTube. Et on observe qu'il y a énormément de visionnage aussi suite aux conférences en ligne. Donc, ça, par rapport au chantier Réarmer la pensée qui fonctionne bien et profiter du numérique qui nous ouvre certaines barrières pour échanger entre nous, même si les lieux physiques ne sont pas à négliger pour autant. Je te remercie encore énormément, Mehdi. Guy, de même pour ta modération. Et à tous les Merci Colline. voilà, et à tous les participants pour votre participation et d'être restés jusqu'au bout et vos questions vraiment qui ont enrichi cette conférence déjà très intéressante. Et merci à toutes et à tous. Merci Colline, merci Guy. À très bientôt, Inch'Allah. Bislama. À très, Au à revoir. très Au Au bientôt. Au revoir. 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 À très Au bientôt. revoir.